Bon, vu que vous me parlez beaucoup de ça, évidemment, Joël Ordonez ne veut rejoindre que l'OM, d'après Santi. Bon, gros prix apparemment, gros joueur, gros prospect. J'entendais son nom dans des vidéos pour genre des gros clubs qui cherchaient éventuellement un DC, même un DC pour faire tourner, des trucs comme ça. Donc assez intéressant. Je ne connais pas le joueur profondément dans le sens où je regarde pas beaucoup la JPL. J'ai pu voir Bruges en LDC comme tout le monde, mais la façon de toute façon, en général les gars, quand tout le monde parle bien d'un joueur, bon, c'est qu'il y a à minima un truc, ça assure pas sa réussite évidemment. Après les contextes sportifs peuvent faire que, mais là on voit que Marseille presse la détente. C'est-à-dire que l'OM, ils sont dans une situation où ils font exactement ce qu'il faut faire. Genre Marseille, c'est très intelligent. Ils profitent du fait que tout le monde en Ligue 1 va subir une perte de compétitivité parce que les droits TV vont être très très bas. Ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, donc ils savent que c'est des revenus qui vont être positifs. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de cet été-là pour appuyer l'écart, dans le sens où avant, il y avait déjà un écart entre ceux qui faisaient la Ligue 1 et la LDC. Mais maintenant que les revenus de la LDC ont grimpé et que les revenus de la Ligue 1 se sont effondrés, l'écart va être de plus en plus gros. Et la différence entre une équipe qui réussit à se qualifier en LDC et une équipe qui ne le fait pas, ça va être des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. À un point où ça reste du football, donc évidemment tout n'est pas prédit, mais une équipe qui se qualifierait là dans les 2-3 prochaines années en LDC, c'est limite si elle s'assure pas le podium pour les 6-7 années qui arrivent, pour peu qu'elle travaille bien. Évidemment, tu peux toujours créer des mercatos où tu te foires complet, tu vois, ça peut arriver. Mais là, c'est très très chaud, hein. Donc il ne va pas être très bas sur les revenus, c'est que la première année qu'il n'y en aura pas, frérot, ça sera bas dans tous les cas. Ce sera bas dans tous les cas parce que même si ce sera encore plus bas que le contrat DAZN. DAZN apportait 380 millions, je crois que c'était 380 millions. Je te laisse faire le calcul de ce qu'il faudrait, auquel il faut en plus retraiter CVC et tout ça. Je te laisse faire le calcul du nombre d'abonnés de la plateforme Ligue 1 qu'il faudrait pour ramener 380 millions d'euros. Donc dans tous les cas, ça va être encore une baisse, sachant que DAZN était déjà une baisse par rapport à ce qu'il y avait avant, qui était déjà encore une baisse par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc c'était Mediapro Canal, ensuite ça a été Amazon Canal, ça a été une baisse, ensuite ça a été DAZN, Bein, ça a été encore une baisse. Et là t'es à Ligue 1, donc en fait c'est baisse de baisse de baisse de baisse. Donc en fait tout n'a fait que baisser. Donc actuellement l'OM appuie sur la détente, c'est-à-dire que il presse sur le bon moment pour le faire, tu vois. Donc ils veulent créer l'écart par rapport aux autres et ils ont bien raison. Enfin, soit dit en passant, ils ont bien raison. Donc voilà, comment on en est arrivé là? Ben la faute en partie à des dirigeants français qui font n'importe quoi, la Ligue de football professionnel qui a fait n'importe quoi, mais apparemment elle fait pas suffisamment n'importe quoi parce que Vincent Labrune a été réélu triomphalement. Sachant qu'ils ont voulu tricher pour faire en sorte que même les gens qui s'opposent à Labrune ne puissent pas se présenter. Donc bref, il y a plein de raisons qui l'expliquent, mais voilà. Donc du coup, Ordonez, donc ils ont déjà pris Medina. Medina, 22 millions, c'est une très bonne prise. Medina, très bon élément de l'effectif, de la Ligue 1. Angel Gomez, rien à dire. En plus, free, donc Angel Gomez, très bonne prise également. Egan Riley, il a une petite cote. Je vais pas dire que je le connais, mais il a une petite cote, donc ça peut être intéressant aussi. Là, ils se sont confirmé le fameux Paixão, je sais pas comment on dit, mais bref, vous avez capté. Donc un des plus gros investissements de leur histoire, l'un des. Et ils ajouteraient Ordonez. Et sans doute qu'ils prendraient également un milieu. C'est une folie. C'est une folie. Ils sont vraiment en train de... Et Obama, évidemment, j'ai failli oublier Obama. Donc là, l'OM se construit un projet d'une solidité qui est vraiment impressionnante. Donc, écoute, on verra. Comme je l'ai dit, le Ordonez, personnellement, Ordonez, je ne le connais pas. J'ai juste lu les choses positives qu'on lit sur lui. Le projet de l'OM est intéressant. Tu joues la Ligue des Champions, tout ça. Mais bon, comme Elvox dit dans le chat, on peut saluer le bon travail Benassia, Longoria. Faut aussi saluer le bon travail de McCourt. Parce que l'OM vient de faire podium. La saison d'avant, ça avait fait 8e. Et après avoir fait 8e, est-ce que l'OM a subi des conséquences de cette 8e place? Non. L'OM a remis au pot, a bien travaillé, a trouvé le podium. Et maintenant qu'ils ont le podium, que les autres ils peuvent pas investir, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient. C'est fort.
C'est vraiment, c'est fort. Donc ça aide bien. Ça aide bien. Ça aide bien, ça aide bien. De Zerbi a beaucoup aidé aussi pour attirer post 8ème place. T'as raison. T'as raison. Mais tout autant qu'il y en a qui aident, à la fin, il y a quelqu'un qui signe l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est stylé, tu vois. Cette saison, McCourt a mis 0 million, Zach. Frérot. Cette saison, je pense qu'on le verra quand il y aura les rapports des NCG qui vont sortir. L'OM était sans doute encore en négatif. D'accord? Logique. L'OM est en négatif chaque année. Et McCourt a rempli, à combler le négatif. Et puis après, d'où proviennent les sous cet été, etc. Peut-être qu'il y a un nouveau sponsor, peut-être qu'il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, mais les gars, croire que genre le proprio d'un coup il a mis 0, voilà. Il faut se rendre compte des choses. Il faut se rendre compte des choses. En tout cas, voilà, Ordonez, très intéressant. On peut regarder son profil FBRF si vous voulez, son profil statistique. Qu'est-ce qu'il raconte le Joël Ordonez? Quel âge il a? Quel âge il a? 21 ans. Donc on est sur quelqu'un de jeune. Hein. Le profil statistique, toujours à mettre en corrélation avec évidemment le club où il joue, tout ça, machin. Hop, 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 hop. Hop. C'est un peu plus haut. Alors, sur les progressives passes, progressives carries, take-on, etc., ça a l'air d'être un bon relanceur. Sur les touches, donc dans le attacking penalty area et compagnie, c'est pas mal. Les statistiques défensives sont basses. Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais défenseur? Non, pas forcément. Ça veut juste dire qu'il évolue dans une équipe qui domine sans doute son sujet dans son championnat, ce qui a sans doute comment ça s'appelle, une influence sur les statistiques ici. Mais sur les compes, on voyait bien cet aspect relance et compagnie qui était assez intéressante. Mais c'est vrai qu'à 30 millions d'euros, c'est quand même un petit prix, mais intéressant. C'est plutôt pas mal. Il a fait une grosse saison en JPL avec Bruges, et je suppose qu'il a aussi joué la LDC. Voilà. Je suppose qu'il a aussi joué la LDC. On va regarder. Mais bon, il a joué la LDC. Hop, buteur déjà en JPL. On le voit. Hop. Saison pleine, 4000 minutes, 1000 minutes en LDC, titulaire contre Dortmund, Milan, Aston Villa, Juve, Manchester City, l'Atalanta, Aston Villa à l'aller et au retour. Donc on est sur quelqu'un de quand même globalement bien présent. Ok. Bah, ce sera vraiment intéressant. C'est un peu aussi dans le délire, j'ai l'impression quand même qu'ils ont une belle génération qui les attendent, les Équatoriens. Donc il fait peut-être partie de cette nouvelle génération d'Équatoriens. Voilà. Le futur Pacho. Je sais pas si c'est le futur Pacho, mais ce sera intéressant. J'avais trouvé Flamingo plus impressionnant parlant d'un jeune défenseur hors top 5. Alors Flamingo, personnellement, je l'ai déjà un peu plus vu. Je le trouve très fort aussi. J'avais entendu que l'OM était éventuellement dessus. Ryan Flamingo, voilà, le voici le deuxième, qui est du PSV. Regardez la valeur qui skyrocket comme ça. Acheté 9 millions la saison dernière, et dont la valeur a déjà éventuellement triplé. Putain, si l'OL peut acheter un mec 9 millions et la valeur triple ou quadruple en un an, ça nous ferait du bien. Bref. Ok. Donc on est sur un gars, déjà 9000 minutes de redivisie, 4200 minutes l'an dernier, 3 buts en Ligue des Champions. Et lui, pour le coup, vu que j'ai eu l'occasion de voir un peu le PSV cette année, je l'ai trouvé fort. Je pourrais pas dire que je le préfère à Ordonez parce que je n'ai pas assez vu Ordonez, mais lui m'a fait très forte impression. Voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, quoi. O'Brien x20, c'est vrai qu'on avait fait x20 sur O'Brien, c'est réel. Girone et Naples négocient les derniers détails du transfert de Miguel Gutiérrez. L'OM a fait une offre alléchante qui a propulsé Naples en tête, dont Girone attend 20 millions avec des primes variables. Ce sera donné. Donc, Napoli va valider ça, mais l'OM était dessus. Donc, l'OM, il voulait faire 30 millions sur Ordonez, plus 20 millions sur un latéral. C'est du jamais vu. Vraiment, c'est du jamais vu. On est vraiment en train de... Marseille est vraiment en train de pumper et d'envoyer à balle cet été. Gros investissement. C'est vrai qu'il y avait Guido Rodriguez, ouais, réel. Et 20 millions sur Weah.
Ouais, l'OM, là, ils sont en train d'envoyer des sous, hein, vraiment. Hein. Ils sont en train d'envoyer des sous. Pourquoi pas? On est devenu riche, vous l'avez toujours été. Pendant que l'OL fait un plan d'évasion fiscale pour s'échapper de Fox River. Mais c'est pour ça que je l'ai dit, les gars, qu'on n'est plus dans la même catégorie que l'OM. Faut plus parler de nous à côté de l'OM pour l'instant. On pourra s'en réapprocher peut-être dans quelques années si on travaille bien. Mais pour l'instant, on n'est plus du tout dans la même dimension. Il n'y a pas de mal à le dire, tu vois. On espère toujours les battre 2 fois par an, et de figurer le mieux possible, ça machin. Mais pour le reste, voilà quoi. C'est du gambling, t'es pas en LDC égale finito. Bah regarde la saison 2022, à l'été 2023, ils ont grave investi. La saison 2023-2024, patatras, l'OL a rattrapé 15 points sur Marseille, on leur est repassé devant. C'est important de le dire aussi. Et au final, l'été dernier, l'OM a sous-investi? Non. Est-ce que ça a patatras l'été dernier? Non. Ça a pas du tout patatras. À l'inverse, l'OM était en négatif de 70 millions sur sa saison et ils ont quand même réussi à remettre au pot. Donc l'OM ne sera jamais en patatras ou quoi que ce soit. Ils réussiront toujours à retomber sur leurs pattes parce qu'ils ont du sponsor. Ils ont surtout un mec qui s'appelle Franck McCourt qui a dit moi je vais investir, vous allez voir je suis pas un propriétaire de merde, et qui l'a prouvé. Dès l'été d'après, après une saison où tu as fini 8ème, ils ont renvoyé 110 millions en investissement, tout en vendant bien quand même, hein, c'est important de le dire. Mais eux, ils peuvent se permettre d'être un peu dans le négatif sur les transferts, là où la plupart des clubs de Ligue 1 doivent être un peu plus dans le positif, et c'est presque quasi grâce à un propriétaire qui assume son rang de propriétaire. Là où certains n'y arrivent pas. Donc tu vois, l'été dernier, tu t'as viré des gros salaires, t'as viré certains de tes... Voilà, des poisons, des gens que t'as pas réussi à faire fonctionner. Il est important de dire qu'après l'échec NDI Sarr, ils sont bien retombés sur leurs pattes, quand même, hein, c'est important de le dire, mais voilà. Nous, l'OL, si on avait fait ça, dès l'été d'après, on aurait été en Hesse noire. Oh, on a fait ça l'été dernier, et cet été, on est en Hesse noire, d'accord. Il me semblait bien. Voilà. Hop. D'ailleurs, on a plus de joueurs de Marseille chez nous, on est sauvés, Zaïk. Ah, on a plus de joueurs de Marseille. Oui, ça fait partie du truc. Renan Lodi, quelle horreur. Merci les pigeons d'Arabie. Sévère. Mais c'est vrai que Renan Lodi, ils vous ont bien aidé. Attends, juste avant qu'on continue ce résumé, je suis tombé sur ce tweet, c'est intéressant. Il y a Data Scout, nos amis, ils parlent de Ordonez à l'OM. Vas-y, discutons, les gars. Joël Ordonez sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Je vais peut-être casser un peu l'ambiance par rapport à l'emballement général, mais je pense que c'est une piste très risquée pour l'OM pour 2 raisons principales. Prix qui sera sans doute très très cher pour un joueur qui n'a encore jamais joué dans le top 5. Bruges a déjà énormément vendu, il faudrait une offre indécente pour les faire craquer. Bon, on sait, c'est 32 millions. C'est un avis personnel, mais à ce prix, tu ne peux pas te permettre de te tromper, et je ne suis pas persuadé qu'Ordonez soit un profil prêt à être performant dans l'élite européenne. Je le trouve encore trop friable défensivement et dans les airs pour prétendre à assumer un tel transfert et surtout une telle responsabilité dans un club comme l'OM. Par contre, Ordonez a une vraie qualité de pied qui peut lui permettre d'être précieux à la relance. Il a énormément d'avance dans ce registre pour un joueur de son âge. Attention, mon analyse prend en compte le potentiel prix du joueur. Si on me dit qu'Ordonez signe pour 15-20 millions, je pense que la prise de risque est intéressante car on parle d'un défenseur central de 21 ans. En revanche, s'il signe pour une somme supérieure à 25, donc là on est à 32, je trouve le pari très risqué par rapport aux interrogations entourant le joueur. Quand je vois qu'un Mosquera a signé pour 15 à Arsenal, je trouverais incroyable qu'Ordonez parte pour plus de 30. D'accord. Bah écoutez, on verra ce que... On verra. Comme j'ai dit, moi je peux pas avoir d'avis parce que je vais pas faire l'ancien de Club Bruges et tout. Mais quelqu'un qui l'a beaucoup vu dit ça. C'est intéressant. C'est intéressant.